Attends, bonjour à toutes et à tous. On attend 2 petites secondes que les gens puissent entrer dans ce webinaire avec nous. Et puis ensuite, on va commencer. Donc, c'est la première table ronde de la semaine, de la 9e semaine de sensibilisation à l'infertilité, donc qui est organisée par l'association collective BAM du 3 au 12 novembre. Et ce matin, donc, j'ai le grand plaisir de recevoir Salomé Berlux et Samira Mama pour un sujet qui est important, donc, qui était issu de la loi de bioéthique de 2021, qui est le rapport sur les causes d'infertilité. Donc, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, en tous les cas en tant qu'association, et je pense que Samir pourra parler aussi du point de vue des professionnels. Donc, je fais juste une petite présentation de Salomé et de Samir, et puis après, on va discuter. Donc, pour les spectateurs, sachez que vous pouvez poser des questions à l'écrit. Il y a un petit espace qui s'appelle Q et R, questions et réponses, ou dans l'espace discussion. Donc, vous pouvez écrire, et puis à la fin de l'échange avec Samir et Salomé, on aura un petit temps pour poser les questions. Donc Salomé, toi tu es la fondatrice de l'association Chemin d'avenir, donc qui est une association qui propose d'aider les jeunes qui résident dans des zones rurales ou des petites villes pour qu'ils aient les mêmes chances que les jeunes qui vivent dans les grandes villes. Et puis tu es aussi l'auteur d'un roman qui est sorti en 2021 chez Stock et qui s'appelle La peau des pêches et qui reprend d'une façon un peu romancée ton parcours pour devenir maman. Monsieur Samir Hamama, alors il y a plein de titres. Je ne vais pas tous les citer parce que ça va faire beaucoup. Mais en tous les cas, vous êtes responsable du service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Et là, récemment, depuis le mois de septembre, vous êtes aussi coprésident de la Fédération française d'études de la reproduction. Et donc, tous les deux, vous avez été nommés en 2021 par Olivier Véran pour travailler sur ce fameux rapport sur les causes d'infertilité, donc qui était quelque chose de très, très attendu. Est-ce que, Salomé, toi, tu peux nous faire un petit retour sur comment les choses se sont constituées entre la société civile, les professionnels, pour ce travail qui était un peu innovant, en fait, dans la forme? Bien sûr, bonjour à tous et merci de me recevoir une fois encore dans ce contexte fort pour ce sujet qui nous importe beaucoup à toutes et à tous, évidemment. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, et puis Amir complétera avantageusement mes propos, mais on a été et l'un et l'autre désignés, enfin, contactés par à l'époque Olivier Véran et Adrien Taquet sur cette question de l'infertilité. Alors, évidemment, eux avaient une approche consistant à dire on va déjà faire un premier pas dans le prolongement de la loi bioéthique qui sera de s'interroger sur les causes de l'infertilité. C'est d'ailleurs dans le titre du rapport et ils avaient tenu à ce que cela reste dans le titre du rapport pour que quelque part le cadre de la mission soit bien délimité et bien déterminé et que on se penche déjà très fortement sur cette question des causes quelque part sans aller trop loin. Et là, je parle sous le contrôle de Samia, mais qui, encore une fois, en dira peut-être plus ensuite, mais sans aller trop loin sur les recommandations que nous pourrions faire en matière d'accompagnement du parcours d'aide médicale à la procréation. Ça, c'était vraiment un des défis pour nous dès le démarrage, avec peut-être une petite zone de frustration, parce que évidemment, en tant que professeur ultra compétent et engagé sur ces sujets, Samir avait assez envie de pouvoir tout de suite aller plus loin sur cette question du parcours et moi-même en tant que patiente, euh, puisqu'à l'époque je l'étais encore où j'allais basculer, mais en tout cas je n'avais qu'une envie, c'était d'aller dans cette direction-là et de pouvoir essayer de mettre en lumière la question du parcours d'AMP et de comment concrètement améliorer celui-ci. Bon, ceci étant dit, ce rapport était déjà fondamental pour nous et pour tous les acteurs qu'on a
cherché à fédérer autour de la question, dans le sens où l'enjeu était de vraiment montrer à quel point est-ce que l'infertilité était certes une question intime qui touchait et qui touche à l'intimité des femmes, des hommes et des couples et des familles en puissance, mais que cette question avait beau être intime, elle devait aussi et surtout être placée au cœur des grandes problématiques contemporaines en France et d'ailleurs dans le monde, mais déjà nous on se concentrait sur la France. Et que c'était une question intime, mais aussi une question sociale, et donc une question avec des conséquences sur la vie des couples, encore une fois, et la vie des individus, mais aussi sur la vie du pays, et des conséquences sociales, économiques, médicales, politiques. Et donc, tout notre travail a été de montrer que c'était un sujet encore tabou pour des tas de raisons dont on pourrait parler ensemble parce que c'est intéressant et c'est d'ailleurs tout le travail du collectif euh, d'essayer de faire aussi sortir ce sujet de l'angle mort et d'essayer qu'il soit moins tabou et de libérer la parole autour de ce sujet. Mais voilà, que c'était un sujet parce que peut-être très douloureux, évidemment, parce que peut-être mettant mal à l'aise les familles, mais aussi les décideurs notamment les décideurs politiques, puisque c'est tout l'enjeu quand on fait un rapport comme ça, que d'essayer de les interpeller pour qu'ils s'emparent eux-mêmes du sujet. C'était une thématique, et c'est une thématique, enfin j'en parle au passé parce que c'était au moment de la rédaction du rapport, mais la réalité c'est que ça le reste quand même aujourd'hui, un sujet tabou qui peut être vite cantonné, je résume volontairement de manière caricaturale, à une histoire de bonne femme qui n'arrive pas à devenir maman, et donc certainement pas pris en compte, en charge de manière suffisamment ambitieuse, reconnue, coordonnée pour être à la hauteur du sujet, alors que, et donc c'était aussi tout notre travail, alors que c'est un sujet, et enfin, je sais que je parle forcément à des personnes qui sont sensibles à cette thématique, donc je n'ai pas à vous convaincre, mais tout notre travail avec Samir était de montrer que c'était un phénomène qui n'était pas du tout à la marge, mais qui était majeur, qui touchait et qui touche directement 3,3 millions de personnes en France. Et donc, en fait, assez vite, comme ça touche le couple, si on multiplie par deux, on est presque à 7 millions. Et en plus, ça touche les familles. Enfin bref, tout ce que vous connaissez, mais que nous, on avait vraiment besoin de surligner au marqueur pour bien montrer que non seulement c'était pas juste une histoire de quelques femmes et de quelques hommes en souffrance, mais qu'en plus, c'était magistral comme chiffre et que ça allait croissant, ce que Samir soulignera probablement par la suite. Et donc, que face à ce défi, il y avait déjà une forte mobilisation des experts. Je parle évidemment des médecins, des professeurs de médecine, des chercheurs et aussi de la société civile, parce que comme toujours, quand il y a un trou dans la raquette en matière de politique publique, qui est-ce qui se bouge en premier lieu? Ben, ce sont les experts et les associations, les collectifs, pour mettre ce sujet sur la table et au-delà, pour répondre Pardon, hop, pour répondre au jour le jour. Oula, ça a bugué, c'est bon. Pour répondre au jour le jour aux problématiques des patients et des patientes et des couples face à ces défis et face à ces difficultés-là. Donc les acteurs de terrain, les chercheurs, les médecins, les associations, etc. Et donc nous, c'est d'ailleurs avec ces acteurs que nous avons cherché à rédiger ce rapport et à répondre à cette mission, mais que jusqu'à présent, donc, le sujet restait dans l'angle mort des pouvoirs publics et que c'était ça que nous voulions faire bouger. Donc voilà un peu pour la genèse du rapport. Quand on est venu nous chercher, moi, il était très clair que j'étais un peu la caution société civile de cette mission, ce qui est à la fois enfin, en partie un peu frustrant quand on sait que c'est aussi pour répondre à une forme d'étiquette nécessaire pour satisfaire toutes les parties prenantes. Et en même temps, je trouve qu'il faut complètement assumer ce genre de choses et essayer d'en profiter, d'en tirer profit pour que ce soit utile au sujet, pour l'incarner, pour montrer que justement, c'est loin d'être juste l'affaire des médecins qui œuvrent sur ces sujets, mais que ça nous concerne, nous, patients, anciens patients, associations mobilisées en premier lieu, et que donc évidemment, quand on réfléchit
à la mise en lumière de cette problématique et aux solutions à apporter, il est normal qu'on soit autour de la table et c'est ce qu'on a cherché à faire. Et donc, on a pendant plusieurs mois, et Samir, je dois dire jour et nuit, surtout dans son cas et dans le cas des différents médecins qu'on avait réussi à fédérer autour de lui, travailler à la mise en lumière donc, de cette problématique et de ses causes, partant du principe que l'information, c'est le nerf de la guerre et que si les décideurs comprenaient bien d'où partaient les causes, on pourrait peut-être déjà avancer sur la question de la prévention de l'infertilité. Avant de, et ça c'est tout le sujet sur lequel on aimerait que cela avance et que les décideurs s'emparent de cette problématique, une fois qu'on a suffisamment travaillé sur l'amont, qu'on puisse aussi travailler sur l'aval et donc sur la question de la prise en charge, de l'accompagnement dans toutes ces dimensions holistiques, sur le plan psychologique, sur le plan médical, sur le plan bref, de toutes les problématiques que vous connaissez et dont on pourra parler après si vous le souhaitez. Donc voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Samir, mais juste expliquer qu'on a vraiment bien insisté sur la question des causes euh, avec toutes les dimensions à la fois, je vais dire, de genre, c'est-à-dire bien montrer que l'infertilité, elle est autant masculine que féminine, expliquer pourquoi, quelles sont, parce que souvent, quand on parle, et vous connaissez ça aussi bien que moi, mais quand on parle d'infertilité, les gens demandent, mais pourquoi en fait? Et pourquoi est-ce que ça va croissant? Pourquoi est-ce que le nombre de personnes infertiles augmente? Et puis d'ailleurs, c'est quoi la différence entre infertilité et stérilité? Enfin bref, des choses de base quand on connaît bien ces sujets, mais que on a jugé bon de réexpliquer de manière pédagogique pour que n'importe quel euh, personnes qui se penchent sur le sujet et les journalistes, les médias, le grand public qui ne connaît pas forcément ces questions et les décideurs puissent ensuite s'approprier la question. Et donc, on a cherché à montrer voilà, que les femmes, les hommes, le couple, les questions sociétales, environnementales, médicales, d'ailleurs, tout ça. Et puis ensuite, et on pourra y revenir peut-être après, mais de travailler sur les réponses à apporter face à ces causes en matière de prévention avec différents axes, de manière à ce que, et j'en finirai là, mais à ce que la solution à apporter soit surtout une démarche d'ampleur nationale, ambitieuse, coordonnée, une approche qui n'existe pas jusqu'à présent sur ces sujets. Voilà. Et donc, il y avait plusieurs personnes dont Virginie, côté société civile, autour de la table, à la fois pour auditionner une centaine de personnalités de différentes sphères et une liste sur laquelle on s'était arrêté ensemble collectivement, de façon à auditionner jour après jour ces centaines de personnes qui allaient apporter leur pierre à l'édifice sur la meilleure compréhension et la meilleure mise en lumière de la problématique. Et puis après, toute une partie, évidemment, recommandations de politique publique à travers différents axes que Samir voudra peut-être exposer. Voilà pour moi. Et après, on pourra, si vous voulez, revenir sur, y compris d'ailleurs, enfin, je trouve qu'il faut en parler de manière très transparente sur les limites de ce genre d'exercice. Je le sais pour l'avoir fait aussi sur d'autres sujets, notamment en matière de ruralité et de jeunesse. Quand on est missionné pour un rapport comme celui-ci, il faut essayer d'avoir euh, les résultats chevillés au corps et de se battre à son niveau pour que ce rapport fasse avancer la cause et les causes, ne serait-ce qu'en matière de mise en lumière et ensuite d'expérimentation de politique publique. Après, ce sont des rapports qui sont très souvent connus pour servir essentiellement à caler une table dans un ministère pendant quelques mois par la suite. Donc voilà, on peut aussi reparler de ça si vous voulez. Mais je laisse la parole peut-être à Virginie et à Samia. Merci. Merci Salomé. Juste, j'ai une petite question là qui me vient. C'est justement, une fois que vous avez remis le rapport en février 2022, est-ce que médiatiquement, il y a eu un intérêt pour le sujet et pour Oui, le contenu du rapport, justement? oui, oui. Et ça, je laisserai aussi Samir compléter. Mais moi, je vois quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sera aussi intéressant d'ailleurs collectivement d'avoir votre regard là-dessus, mais je trouve qu'il y a quand même eu un bruissement
autour du sujet de l'infertilité au moment de la remise du rapport et dans les mois qui ont suivi. Alors après, comme toujours, est-ce que c'est le fait du rapport ou est-ce que c'est les journalistes qui s'accrochent à une actualité qui est la remise du rapport? Mais en fait, c'est souvent le fruit du travail d'associations et de collectifs comme les vôtres qui, en fait, jour après jour, mois après mois, pendant des années, avancent leur pion et tout à coup, ça commence à être écouté, à être regardé autour, encore une fois, d'une actualité comme cette remise-là. Mais vous voyez, on a fait, il y a eu des passages de Samir et de moi d'ailleurs à un autre moment, mais dans la matinale de France Inter. Il y avait eu des interventions dans le cadre d'émissions de télévision de télévisées sur la 5 comme C'est politique ou Tous politique ou je sais plus quel était le nom, la matinale de France Culture, des articles dans Le Monde et on en voit encore qui sortent et qui citent le rapport. Donc pour moi, effectivement, les médias voient et commencent à voir qu'il y a un sujet et c'est une différence par rapport au moment où j'écris La peau des pêches, ne serait-ce que 6 mois ou 8 mois avant, où il y a eu une vraie couverture presse et médias, mais je sentais qu'il y avait quand même un travail de pédagogie à faire auprès des journalistes pour leur montrer que c'était un sujet de société, alors qu'au moment de la remise du rapport, tout à coup, ça gagnait quand même en ampleur. On est loin d'avoir fait le tour du sujet, c'est peu de le dire, mais voilà, je trouve que ça a représenté une avancée quand même. Ok. Alors, Samir, si vous voulez rajouter des choses, mais en tous les cas, à partir de la remise du rapport en février, le travail a continué. Donc, est-ce que Euh, vous... Juste, je voudrais compléter la réponse à votre question, Virginie. Merci d'abord pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous et échanger sur un sujet aussi difficile que Salomé vient de résumer. Au fait, pour la couverture médiatique, il y avait deux sortes, je dirais, de couverture. Il y a des journaux qui ont mis l'accent au moment où on a été mandaté par les ministères dont Salomé parlait. Nous étions en septembre, octobre 2021, si ma mémoire est bonne. D'autres journaux, plutôt, ils ont assuré la couverture à la remise de rapport, mais, il y a un mais, malheureusement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas simplifié les tâches puisque pas mal de programmes de télé, de radio, de journaux ont été orientés vers la couverture et ça se comprend parce que nous, je pense, on a remis le rapport le 21 février 2022 et l'hostilité russe contre l'Ukraine a commencé le 22. Donc, vous voyez, c'était un peu... mais malgré ça, et là, je suis tout à fait d'accord avec Salomé, de radio, télé, de journaux de grand public, de vulgarisation scientifique ont assuré le travail malgré le contexte. Maintenant, où sommes-nous? Au fait, il y a trois choses en préambule, à savoir, premièrement, la population mondiale est vieillissante dans sa globalité. Deuxièmement, la France a perdu depuis l'après-guerre jusqu'à maintenant plus de 300 000 naissances. C'est-à-dire, nous étions grosso modo dans les années 70 à presque 1 million de naissances par an. Et là, les dernières données estimatives de 2023, on serait en dessous de 700 000 naissances. Donc, si en pourcentage, pour vous, pour simplifier, ça représente entre 20 et 22% de baisse de natalité malgré, on entend à droite, à gauche, la migration, les machins, la natalité, on est en baisse. Donc ça, c'est la préambule. Deuxièmement, l'OMS a rappelé aussi bien dans son premier rapport en 2010 en disant l'infertilité est une maladie comme les autres, ni plus ni moins. Il y a autant de personnes infertiles dans le monde que des personnes diabétiques. Ça représente 300 à 400 millions, bien malin ainsi que celle qui peut nous donner un chiffre exact. Dernière chose, l'OMS, dans son rapport de cette année, de 6 avril de cette année, eh bien, elle insiste sur deux notions. La première chose, ce que j'appelle l'éducation à la fertilité. Je crois qu'on a toute une éducation à mettre en place. Et comme le dit Salomé, ce n'est pas une affaire des bonnes femmes, c'est une maladie comme les autres, ni plus ni moins, qui nécessite et qui mérite d'être considérée en tant que telle.
Et deuxièmement, la sensibilisation. Eh bien, ce que vous faites, Virginie, bravo à cette initiative. Vous le savez ô combien euh, je, je suis sensible aux actions que vous mettiez en place. Pour m'en souvenir, à Montpellier, 2015, c'était votre première apparition au sein de la Fédération française d'études de la reproduction. Et ô combien j'ai entendu à l'époque, mais tu penses, t'as mal fait, tu n'aurais pas dû accepter, blablabla, etc. Bref, eh bien, moi je pense, la France, au fait, on traite les biais, mais quand on fait les choses, on le fait bien. Donc, la magnifique loi de 2021 qui a été promulguée pendant que nous étions toutes et tous sur la plage, le 2 août 2021, dans son article 4, stipulait la réalisation du premier plan national de fertilité, du premier. Et une première, c'est toujours important, c'est-à-dire on partait de rien, on a essayé de bâtir quelque chose. Et effectivement, nous l'avons concentré sur les différentes causes de lutte contre l'infertilité, puisque l'infertilité augmente des 0,3 et 0,4 chez les hommes et chez la femme, respectivement, partout dans le monde. C'est un fait. La fertilité décline avec l'âge. Ô combien nous sommes dans l'ignorance, nombreux parmi nous qui ne savent pas que la fertilité décline avec l'âge. Et puis, en même temps, l'infertilité augmente. Et donc, il a fallu mettre en place un copil dans l'urgence, malgré le contexte sanitaire, organiser des auditions en présentiel, à distanciel. On s'est mis 5 ou 6 groupes de travail. Bref, nous avons audité plus de 130 personnes morales et physiques, dont 5 cabinets ministériels. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a des cabinets ministériels qui ont traîné le pied. La dernière en date, c'était le 6 janvier 2022 avec le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a l'impression qu'ils débarquent, ils n'ont même pas compris pourquoi nous les avons sollicités. Donc, nous avons identifié, je vous laisse imaginer le nombre de fois où on a fermé les ministères de la Santé, avenue du Ken, parfois dans le froid d'hiver, parce que le radiateur, m'a-t-on dit, s'arrête à 22 heures pour des raisons climatiques. Et je vous assure, parfois l'hiver était dur. Alors, nous avons identifié 6 axes prioritaires. Les 2 premiers axes, c'était vraiment de mettre l'accent sur l'éducation et l'information à l'échelle collective et à l'échelle individuelle pour tout ce qui concerne la problématique autour de l'infertilité. La troisième axe, c'était plutôt euh, euh, mieux diagnostiquer la prise en charge du couple infertile, parce que parfois, on prend en charge un couple, mais en réalité, si on est gynéco, on va explorer la femme, si on est urologue, on va explorer l'homme, et parfois, on oublie qu'il faut explorer les deux en même temps, quelle que soit l'origine des causes. Je vous rappelle aujourd'hui, pour faire simple, il y a un tiers de causes d'infertilité pour des raisons masculines, un tiers pour des causes féminines et un tiers de cofacteurs. Sans oublier, bien entendu, on a 10 à 15%, selon les études, ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, infertilité dite inexpliquée ou idiopathique. Ça voudrait dire on a fait tous les examens nécessaires et tout est s'avéré normal. Donc, c'est la raison pour laquelle, grosso modo, quelles sont les causes? Les causes au nombre de 3, pour faire simple, les causes sociétales, les causes environnementales et les causes médicales. Le cause sociétal, ben, c'est simple, le recul d'âge de faire le premier bébé. Savez-vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'âge moyen de premier accouchement dans les grandes villes, 31 ans et 2 mois. Vous voyez, en l'espèce de 1 an et demi, dans le rapport, vous voyez dans les grandes villes aux alentours de 30 ans, 31 ans et quelques mois. Là, aujourd'hui, la dernière recensement fait par l'INSEE et par l'INED montrait que dans les grandes villes, on est à 31 ans et 2 mois. Ça voudrait dire ces reculs d'âge euh, provoquent quelque part une forme d'infertilité qu'on aurait pu éviter. Question, est-ce qu'aujourd'hui la société française est prête à permettre, est prêt à aider une femme de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie de famille? J'ai l'intime conviction, la réponse est non. Je crois qu'on est là pour parler entre nous
de manière franche et directe? La réponse est non si on se compare avec le pays nordique, la Suède, je vous dirais un mot, la Finlande, le Norvège, le Danemark. J'étais récemment, il y a tout juste un mois, invité par Madame la ministre de la Santé de la Finlande, et pour vous dire ô combien de nombreux pays actuellement s'inspirent de notre rapport et notre travail accompli ensemble. Donc, le recul d'âge, autrement dit, on a applaudi l'émancipation des femmes, et tant mieux. Les femmes font de plus en plus des études longues, tant mieux. Le temps qu'elles finissent ses études, le temps qu'elles trouvent son prince ou sa princesse, le temps qu'il aspire le travail auquel légitimement, trouver le travail auquel légitimement s'aspire, eh bien, il en a la trentaine. Et c'est là où, malheureusement, dans l'imaginaire, dans le vécu, dans le ressenti, parfois il faut faire attention, nous, corps médical, au choix de mots qu'on emploie. On dit, madame, malheureusement, votre réserve ovarienne est altérée, il est mauvaise. Et vous le savez, mesdames, dès votre naissance, à votre naissance, il ne vous reste même pas 1% que de ce que vous aviez quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Autrement dit, vous êtes parti d'un stock de 7 millions d'ovules pendant la vie intra-utérine pour en trouver grosso modo 1 million à votre naissance, 300 000 à votre puberté, et entre votre puberté, votre monopause vers la cinquantaine, eh bien, vous aurez 200 à 300 ovules de qualité. Donc, vous voyez, si on fait le ratio, malheureusement, on est un ovule sur 1000. Autrement dit, les atouts d'une femme, quand tout va bien en âge de procréer, c'est 12 cycles par an. Et à chaque cycle menstruel, vous démarrez un nouveau cycle. Et au J14, vous êtes supposé d'avoir un ovule. Et si en ce moment-là, vous avez des rapports réguliers non protégés, vous pouvez vous exposer à la survenue d'une grossesse. Donc, le recul d'âge, c'en est un vrai problème. Deuxièmement, cette croyance excessive dans la performance et dans l'efficience et l'efficacité de PMA, comme on dit dans notre jargon, eh bien, la FIV, aujourd'hui, même 45 ans depuis le 25 juillet dernier, après la naissance de Louise Brown, eh bien, malheureusement, le taux de succès, on reste aux alentours 20 à 25%. Étant entendu, le succès défini par enfant rentré à domicile dans les bras de ses parents. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, pour moi, il n'y a pas de succès. Donc, cette croyance excessive de dire si j'ai des soucis, je passe par la FIV, ce n'est pas une baguette magique. Et puis, troisièmement, je m'arrête là pour les causes, je dirais, sociétales, cette ignorance du déclin de la fertilité humaine. Nous sommes certes des mammifères, mais on n'a pas la même, comment dirais-je, potentiel et probabilité de concevoir par cycle que les autres mammifères. Deuxième cause, les causes environnementales. Savez-vous, mesdames, je prends un exemple. Dans notre vie quotidienne, sans qu'on sache, on est exposé à une centaine de molécules qu'on appelle perturbateurs endocriniens environnementaux. Je prends l'exemple de cosmétologie. Le rouge à lèvres, j'ai tendance à prendre toujours, tu me pardonneras, Salomé, une femme va consommer tout au long de sa vie entre 5 à 6 kg. Qu'est-ce qu'il y a dans le rouge à lèvres? Il y a un perturbateur endocrinien connu, ça s'appelle les éthers de glycol. Eh bien, ce qu'on demande au gouvernement, dans notre rapport, de créer un logo qu'on appelle reprotoxique, à l'instar de Nutri-Score, faisant en sorte quand vous allez acheter votre parfum, votre shampoing, votre rouge à lèvres, votre fond de teint, que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Il s'agit ni vous culpabiliser, ni vous moraliser, ni vous faire porter le fardeau. Donc, ça, c'est les causes environnementales et on peut en parler. Et la France, heureusement, aujourd'hui, je crois, il est à sa 4e ou 3e stratégie nationale pour la cause environnementale. Mais malheureusement, on évoque les perturbateurs, mais on zappe totalement sur la santé dite reproductive. On a déjà à 4 stratégies nationales d'éducation sexuelle, on vous parle de contraception, on vous parle de l'IVG, on vous parle de maladies sexuellement transmissibles, mais on ne vous parle jamais de la santé reproductive. Sachez, mesdames, messieurs, votre santé reproductive, c'est un indicateur de votre santé en général. Je crois que c'est les messages qu'il faut garder de ces résumés. Dernière cause, et le 3e chapitre, c'est le cause médicale. Eh bien, là, on s'affronte, par exemple, la prise en charge de l'homme infertile. On a 1332
urologues en France qui se posaient de s'intéresser à l'homme infertile, eh bien, malheureusement, la majorité d'entre eux, ils préfèrent prendre en charge la transplantation rénale, le cancer de la prostate, etc., etc. Mais si on trouve une vingtaine d'urologues en France qui s'intéressent à l'homme infertile, j'en serais ravi. Heureusement, la nouvelle génération des urologues, ils sont plus sensibilisés. C'est une spécialité qui se féminise de plus en plus et ils sont très motivés. Euh, Cinquième axe prioritaire, c'est quand les ministres nous disent, mais au fait, pourquoi les résultats français des PMA ne sont pas satisfaisants? Eh bien, moi, j'ai toujours cette réponse. Si on veut améliorer quelque chose, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut faire la recherche. Et Virginie, vous le savez combien de fois je vous ai demandé, aujourd'hui en France, à l'heure où je vous parle, il y a une seule unité INSERM qui se trouve en Montpellier. Et Dieu sait, ce n'était pas une simple tâche pour la faire créer, pour centrer sur la première semaine de développement embryonnaire. Donc, on a l'impression, si vous voulez, la reproduction, ça touche à l'humain, ça touche à l'intime, ça touche à l'espèce humaine dans sa globalité. Parmi les gens qu'on a auditionnés, ils disent, mais attendez, on ne va pas créer, comment dirais-je, mettre un mot-clé dans nos thématiques pour chaque maladie. J'ai dit non, la reproduction, ça touche à l'humain, ça touche à l'intime, ça touche à la famille, ça touche à la société, ça touche à la religion, ça touche même à la politique. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. Et heureusement, puisque j'ai la parole, eh bien, depuis, on a réclamé la création de ce qu'on appelle plan et équipement prioritaire de recherche. Ce sont des plans qui ont été créés dans le cadre France 2030, le fameux 30 milliards, et on a obtenu 30 millions d'euros. Eh bien, ces 30 millions d'euros, ça vous paraît une somme colossale, mais en même temps, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on a mis comme mots-clés? On a mis la santé de la femme, la santé du couple, l'endométriose et la fertilité. Pour vous faire simple, au départ, le ministère, quand il a mandaté l'INSERM, il voulait même rajouter au-delà de l'endométriose et la fertilité un troisième axe, l'impact des médicaments épileptiques et grossesse. On ne comprenait pas qu'est-ce que venait foutre cette problématique à côté de l'endométriose et de l'infertilité. Heureusement, le bon sens a fini par l'emporter. Donc, nous avons travaillé depuis juin 2022 dans la foulée. Et Dieu sait, à l'époque, dans les copiles, on n'était pas nombreux qui croient dans la demande de cette création de plans et équipements de priorité de recherche, POPR, accélérateur, dont le dernier mot appartient au gouvernement français. C'est-à-dire le projet de recherche sont jugés par un comité ad hoc international et puis et après, le dernier mot appartient au gouvernement. Donc, on a réussi, grâce au comité ad hoc international, de faire retirer l'impact des médicaments antiépileptiques et grossesse. Et nous avons notre vision, on a blanchi devant ce comité ad hoc, je crois, le 19 janvier de cette année. Donc, vous voyez, vraiment, on n'a pas chômé. Et ils ont heureusement fait des recommandations très favorables. Ils ont trouvé l'initiative française avec la PEPR, est une excellente initiative, et qu'ils ont même certains experts européens regrettent que cette initiative, que la France ne l'a pas propagée pendant que nous avions la présidence de l'Europe l'année dernière. Rappelez-vous, au moment de la remise de rapport, la France a assuré la présidence de l'Europe, ne l'a pas partagée avec les autres pays européens, ce qui fait qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ouvre une parenthèse, l'Espagne en charge d'assurer la présidence. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, fin septembre, plus exactement, la conférence de Saragosse, eh bien, à l'échelle des ministres des Affaires sociales et de la Santé, je pense que la France était représentée par un secrétaire d'État, une secrétaire d'État, avec tout le respect que je lui dois. Des ministres ne sont pas déplacés, alors qu'il y a d'autres pays, et ils se sont envoyés leur ministère de la Santé, leur ministre de la Santé, eh bien, pour dire l'accès, le droit d'accès à cette prise en charge doit être similaire au sein de l'Europe, au sein de 27, et que mettre l'accent sur la sensibilisation et sur l'éducation à la fertilité. Donc, ils ont fait une déclaration. Va-t-elle être suivie d'effet ou pas? Je n'en sais rien. Donc, voilà. Donc, actuellement, on a
rempli et franchi toutes les étapes et Dieu sait, il y a énormément de couches pour libérer cet argent pour démarrer la recherche. Eh bien, maintenant, le BAL, dans le camp, ce qu'on appelle ANR, l'Agence nationale de recherche, en charge de lancer les appels à manifestation d'intérêt. Donc, on va procéder à la mise en place deux consortiums, l'un pour chacun composé d'une dizaine, une quinzaine d'équipes françaises, l'un pour l'endométriose et l'autre pour la fertilité. Donc, vous voyez, j'espère dans la semaine à venir, je dis bien la semaine où non pas les mois ni les années, il va y avoir les appels à projets. Le crédit devrait être libéré vers mai-juin de l'année prochaine, mais ça, la machine administrative. Enfin, dernier axe, et le sixième et la dernière, je crois, et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis le président du Conseil national des universités pour tout ce qui est médecine et biologie de la reproduction et gynécologie médicale, en charge de nommer des professeurs de médecine en ces spécialités. Mais ce qui est étrange, euh, on vous dit c'est un problème de santé publique, un couple sur six. On vous dit il y a près de 6 ou 7 millions de personnes directement ou indirectement concernées par cette question, mais c'est qu'il manque de l'incarnation. Tant qu'une activité donnée n'est pas incarnée, malheureusement, on n'avance pas comme nous le souhaitons. Donc, on demande la mise en place d'un institut national de fertilité, ou pourquoi pas l'Institut national de santé de la femme, mais qu'on avance, qui aura en charge d'incarner, de prioriser, de garantir, de faire des recommandations. Alors, euh, il y a, je crois, le ministre Véran disait, mais enfin, on a cette méthode fâcheuse, chaque fois on demande un rapport, on veut créer un machin. Je crois que ce n'est pas un machin, il touche à l'humain. L'infertilité, ce n'est pas rien en termes de santé publique. Certes, il y a l'agence de la biomédecine, mais l'agence de la biomédecine a été mise en place en 2005, en Doumont. Il a un gros chapitre, tout ce qui est activité de transplantation d'organes et dons d'organes en France, c'est énorme. Il y a un minuscule chapitre autour de la PMA, de la génétique préimplantatoire, prénatale et postnatale. Donc, qu'est-ce qu'on demande? C'est vraiment d'incarner ces petits chapitres dans une structure nationale. Alors, on m'a dit, mais commencez par ce qu'on appelle une mission fertilité. J'ai dit de quoi exactement concrètement? Eh bien, c'est 4 mètres carrés avenue de Ken avec une personne. Je crois qu'il faut être sérieux. On ne peut pas dire qu'il y a 7 millions concernés. Là, je vous laisse en cadeau et en prime vos familles, vos entourages, vos proches. 7 millions concernés par cette question, ça touche à l'humain, et puis ne pas mettre en place une vraie structure à l'instar de l'INCA. Donc voilà un peu où nous sommes. Pour l'instant, côté de l'éducation nationale, cette heure ou 1 heure et demie d'éducation par an, il n'est pas toujours acté, c'est toujours au bon vouloir de proviseurs et de profs de sciences naturelles. Euh, et puis, surtout, il faut commencer, je pense, en direction des ados. Il ne faut pas attendre le lycée ou l'université, c'est trop tard. Enfin, je pense qu'on a fait une magnifique loi de 2021 en autorisant la préservation de la fertilité dite non médicale, dite sociétale. Eh bien, aujourd'hui, on a énormément de demandes de préservation de la fertilité féminine, mais chose surprenante, que je prends à l'échelle de mon propre centre, depuis 1 an et demi, je crois 20 mois exactement, depuis janvier 2022, je crois qu'on a eu 2 messieurs qui se sont présentés pour une préservation de la fertilité masculine. Je vous rappelle, pour les femmes, entre 29 et 37 ans, pour les hommes, entre 29 et 45 ans. Voilà un peu où nous sommes. Donc, la vraie axe qui a avancé et qui avance bien, c'est soutenir la recherche. Pour les autres, on attend. Il y a eu plusieurs réunions dont Salomé et moi, on a participé à l'initiative de directrice de cabinet de Madame Agnès Ferman-Le Boudot. Et puis le 12 juillet dernier, à l'initiative de Maxence Bensoussan, directrice actuelle des ministres des Affaires sociales, de Madame, je crois, Aurore, c'est ça, Salomé? Aurore Berger. Berger, Oui. voilà, merci Salomé. Et donc, on a une réunion qui s'appelle Autour de la natalité, où Salomé n'a pas pu se rendre. Eh bien, il y avait deux
chercheuses de l'INSEE, trois chercheuses, je crois. Et puis, moi, j'étais également présent, et plus les deux directrices de cabinet de Madame Bensoussan et Madame Ebillard de maillage territorial et professionnel de santé. Donc, je pense, j'ose espérer, vraiment j'ose espérer, le Monsieur Hollande a fait voter le mariage pour tous. Monsieur Macron a fait voter dans la loi de 2021 la PMA pour toutes. Eh bien, j'ose espérer, Monsieur Macron, lors de son second mandat, eh bien, fera les familles pour tous. Je crois que ce sera vraiment le vœu le plus cher et ça permet vraiment de permettre aux hommes et des femmes que nous sommes de construire le schéma de famille auquel on s'aspire légitimement. Voilà, j'espère ne pas avoir été long. Non, 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 c'est toujours très intéressant. Salomé, tu voulais intervenir et après je... Non, mais c'est pour vous donner, et d'ailleurs ça touche déjà un peu à la question des limites, mais pour vous donner des exemples concrets de réalités auxquelles on est confronté sur cette question de la sensibilisation. Moi, à mon tout petit niveau, ce que j'essaie de faire, c'est de parler, alors à chaque fois que je vois un décideur, quel que soit le ministère, à l'éducation nationale, à la jeunesse, à la santé, etc., de remettre une pièce dans la machine. Et puis aussi quand j'interviens en entreprise. Et donc pour vous donner deux exemples, côté cabinet ministériel, quand on parle de la sensibilisation et du fait de faire en sorte que les jeunes gens, est-ce que c'est au collège, au lycée, enfin en tout cas, soient sensibilisés à cette question-là et aient dans un coin de leur tête ces problématiques pour ne pas complètement tomber sur la tête, justement, le jour où ils ou elles découvrent souvent à leurs dépens qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir avoir un enfant en un claquement de doigts. Et c'est là d'ailleurs où il y a toute une dimension liée au soft power et je trouve dans les choses qui évoluent un peu ces derniers temps, on voit quand même que les séries télévisées, les films aussi se sont emparés de ces problématiques dans des films dédiés et puis parfois dans des films ou dans des séries qui n'ont rien à voir, mais où effectivement on voit apparaître un couple qui découvre qu'il ne va pas pouvoir avoir d'enfants, un couple qui découvre qu'il va devoir se lancer dans ce parcours. Donc ça avance. Mais donc, quand on parle de ça à des gens qui n'y ont jamais été confrontés et qui sont en position de décider de politique publique, moi, j'ai entendu plusieurs fois ces gens dire, mais attendez, mais vous allez leur faire peur aux gamins. Si vous les prévenez et si vous leur mettez ça sur la table dans un cours de biologie, de SVT ou que sais-je, vous allez les faire flipper, je cite. Et donc, alors là, c'est là où on voit à quel point est-ce qu'on part de très loin, parce que, et donc on leur explique, notamment avec Samir, qu'on leur parle des maladies sexuellement transmissibles, on leur parle dans un autre style, mais autour quand même des mêmes problématiques, mais du droit à l'avortement, et qu'en fait, il s'agit d'un apprentissage autour justement de la sexualité, de la reproduction, et qu'en ce sens, mieux vaut être sensibilisé. C'est là toute la logique de la sensibilisation, en douceur, avec les bons termes et à temps, plutôt que de se faire rouler dessus par un camion 10 ou 15 ans plus tard, parce qu'on n'a pas forcément anticipé les choses et qu'on les découvre dans la violence. Donc ça, c'est pour vous donner le... Mais j'imagine qu'encore une fois, je suis face à une audience qui entend aussi parler de ce genre de choses au quotidien, donc qui connaît ça. Mais et en entreprise, même chose. J'ai fait... Alors les anglo-saxons sont quand même plus... ouverts à ce genre de démarche, mais j'ai été deux ou trois fois invitée par des entreprises à parler du sujet de l'infertilité et des fausses couches précoces en entreprise de manière à éveiller notamment les managers, les personnes qui sont à des postes à responsabilité ou les ressources humaines à cette question-là, en leur disant il y a quand même fort à parier que dans vos équipes, il y ait des hommes, des femmes, des couples dans ces situations-là et qu'est-ce que, à votre niveau, vous pouvez faire pour que votre entreprise soit engagée sur ces problématiques-là. Et donc, je donne des exemples très concrets. Quand vous voyez une femme dans vos équipes qui très souvent, un peu à la même période du mois, pendant plusieurs jours, va arriver un peu plus tard au bureau,
C'est pas forcément que elle avait envie de prendre plus son temps chez elle. Non, non, il y a fort à parier qu'elle devait passer dans un laboratoire pour faire des prises de sang, voir des prises de sang et des échographies, et qu'elle y allait à 7 heures du matin parce qu'elle voulait quand même être à l'heure au bureau, mais qu'en fait, bah, il y avait déjà pas mal d'autres patientes qui attendaient, que ça a pris du temps, du retard, etc. Donc, sensibiliser justement les gens qui sont à des postes à responsabilité et qui managent des équipes à ces thématiques-là. Mais même chose en entreprise, très souvent, on me dit, notamment dans des entreprises très franco-françaises, oui, mais ça, c'est quand même délicat comme sujet à aborder parce que ça touche à la vie intime des gens. Et en fait, on s'arrête là. Alors que bien sûr que ça touche à la vie intime des gens et bien sûr que c'est délicat, mais bien sûr que pour autant, il faut quand même essayer d'adresser la question et de voir comment est-ce que ça peut devenir une politique d'entreprise au même titre que d'autres sujets ont été pris en compte autour de l'égalité femmes-hommes, des enjeux environnementaux, etc. Voilà, c'était pour, dans le prolongement de ce que disait Samir, donner deux ou trois exemples de blocage où, à ce stade, on peut prendre nos petits bâtons de pèlerin, et je sais que beaucoup d'entre vous le font, et essayer de sensibiliser. Mais s'il n'y a pas une prise en compte et en considération du problème à l'échelle globale, il y a ces résistances qui perdurent. Oui, Juste un mot pour aller dans le même sens que Salomé. J'étais invité en janvier de cette année à la réunion au congrès annuel de tous les médecins de travail de tous les ministères. Eh bien, je peux vous assurer, la réunion a eu lieu au ministère de l'économie et des finances, ce qui est bien que avant, ils ont reconnu bien volontiers que dans l'entretien qu'ils ont avec chaque agent et agente, ils n'évoquent jamais cette question. Et ils ont pris l'engagement, suite à mon exposé, parce qu'ils ont lu le rapport qu'on a remis au ministère et ils ont trouvé nécessaire qu'ils apprennent un peu plus. Et donc, j'ai passé quasiment 2 heures avec eux et ils m'ont promis dorénavant cette question, la santé reproductive, projet parental, sera évoquée lors de la consultation avec le médecin de travail. Et donc, je trouve que c'est un progrès tout à fait salutaire. Deuxième chose, je m'arrête là. Il y a un mois, j'étais invité par Madame la ministre de la Santé de la Finlande. La Finlande, c'est un grand pays aussi grand que la France, mais ils sont 5,5 millions d'habitants. Pour vous donner un chiffre, ça fait 50-55 000 naissances par an, dont 10%, j'ai dit bien 10%, issus des enfants nés par la PMA, à l'instar le Danemark, à l'instar le Norvège. Donc, autrement dit, quand je vois actuellement, ils sont en train de mettre des véritables stratégies de prise en charge de la santé reproductive, ils veulent même envisager de multiplier le nombre de tentatives de passer de 3 à 6, aussi bien en Finlande qu'au Danemark. Dernière chose, pour en parler que de l'Italie, quand je vous ai dit l'Europe et le reste du monde est une population vieillissante, l'Italie, d'ici 2040, c'est demain, va perdre 12 millions d'habitants, au point que l'actuel gouvernement italien, depuis janvier 2022, ils ont pris l'initiative de proposer de septième mois de grossesse jusqu'à l'âge de 21 ans de l'enfant, de la personne, 250 euros par mois. Autrement dit, ça représente une coquette somme de 60 à 65 000 euros. Pendant ce temps-là, nous, le gouvernement, je crois, de M. Hollande, avait indexé l'allocation familiale sur le revenu des parents, que je trouve que c'est une mesure tout à fait euh, idiote, parce que ce n'est pas les gens, j'ose espérer, on ne fait pas d'enfants parce que pour toucher le 100, 200 ou 300 euros, j'en sais rien. Donc, vous voyez, l'Italie aujourd'hui, l'Europe, alors on vous dit la France, c'est vrai, on n'est pas le plus mal. On a un index de fécondité de 1,8 enfants par femme, alors que le seuil de remplacement, il est à 2,1. L'Italie, il est 1,2. Et si vous voyez maintenant, même en Corée du Sud, 0,75, le Japon, c'est 1. Pas plus tard, il y a une semaine, ou je crois 2 semaines dans le monde, il disait l'une des raisons qui va conduire la Russie et l'Ukraine à cesser cette sale guerre, c'est cet index de fertilité. En Ukraine, il est 1,2, en Russie, il est 0,95. Autrement dit, on envoie cette jeunesse à faire la guerre et après, il n'y aura plus de jeunes pour faire des mômes. Donc, vous voyez, la situation, il est assez préoccupante et critique.
Justement, je trouve que sur la situation française, c'est assez paradoxal ce que vous avez décrit, puisque par ailleurs, on parle beaucoup dans la société française de la famille, les enfants. Les gens sont sans cesse interpellés sur quand est-ce que tu vas avoir des enfants. Les enfants, c'est important. Et finalement, de ce que vous décrivez en termes de prise de conscience et d'action politique, les choses ne vont pas dans ce sens-là. Les craintes évoquées, il faut surtout pas parler aux jeunes de ces sujets-là, sinon ça va les affoler. Nous, l'expérience qu'on avait eue en début 2020, on était intervenu dans 2 lycées professionnels en région parisienne et c'était des classes majorité de garçons. Ils étaient enthousiastes de parler de ce sujet-là, ils étaient très intéressés, ils posaient plein de questions et ça nous avait vraiment, on était sortis de là en se disant waouh, c'est motivant parce que finalement, les enjeux ne sont pas les mêmes pour eux, puisqu'ils sont quand même assez éloignés du projet. Donc, cette question de l'information et de la sensibilisation, euh, elle peut se faire naturellement parce qu'ils ne sont pas dans les enjeux qu'on peut éprouver quand on arrive vers la trentaine et qu'on essaye et que ça ne marche pas et qu'on est vraiment dans le projet. Donc, ça nous avait vraiment enthousiasmés. Mais ce que je trouve vraiment étrange, c'est l'espèce d'inconscient collectif français qui à la fois glorifie un peu la famille, les enfants, et puis en même temps, il n'y a pas de capacité à considérer le sujet et donc à le prendre vraiment en charge. Parce que de ce que vous avez décrit, Samir, si l'axe numéro 5 du rapport, il est bien enclenché, puisque l'argent est débouché, les appels à projets via l'ANR vont se mettre en place. Finalement, les 3 premiers axes qui sont l'information individuelle, l'information collective et la formation des professionnels du soin comment, qui vont vraiment toucher beaucoup de monde, puisqu'on va toucher les jeunes, on va toucher les gens, les professionnels du soin hors AMP. Finalement, là, il n'y a pas pour l'instant, rien n'est enclenché par rapport à ça, ni au niveau de l'éducation nationale pour les 2 premiers axes, ni au niveau de la formation et de la sensibilisation des professionnels hors AMP. Et le 4e axe aussi, qui lui est vraiment été en fait le cœur du rapport sur mieux repérer et mieux diagnostiquer les causes. Pareil, là j'ai l'impression que il y a un vide. Euh, Au fait, il n'y a pas de vide, mais tout simplement, ça dépend le profil du centre auquel les gens se réfèrent. Moi, je pense qu'on a 2 problématiques et qu'on a du mal, je dirais. D'un côté, il y a le maillage territorial. Vous savez, il y a une centaine de centres de PMA en France, privés, publics confondus. Donc, on a opté pour un choix en disant, pour éviter que les gens fassent 10 km, 20 km, 30 km, et Salomé est bien placé que moi, mieux placé que moi pour parler de maillage territorial. Mais en même temps, c'est nous, couples infertiles ou personnes concernées par cette problème d'infertilité, quel est le mieux d'aller dans un centre où il y a un médecin, un labo et une technicienne, ou d'aller dans un centre où vous pouvez bénéficier d'une prise en charge dite holistique qui va au-delà de médical. C'est là aussi, on est devant un choix qu'il va falloir trancher. Moi, pour ma part, je suis partisan de gros centres privés, publics confondus, voire même mixtes, au service de ces couples pour assurer une prise en charge totale et entière et éviter, comme vous dites, Virginie, à l'instant, aux gens ou Salomé, que pour une prise de sang ou un rendez-vous, perdre une demi-journée, voire une journée. Donc, je pense on n'a pas suffisamment profité et tiré la leçon de l'expérience de nos amis pour des maladies graves telles que le cancer par nos collègues et amis cancérologues. Je crois que le plus tôt, c'est le mieux de mettre en place des vrais gros centres, un guichet unique qui permet de simplifier la vie. Un. Deux, je crois qu'il y a de plus en plus maintenant dans le cadre de simplifier le parcours de soins en PMA, aussi bien diagnostique que thérapeutique, de considérer le couple ou la personne concernée comme acteur à part entière et mettre à la disposition de celle-ci du moyen pour éviter de traverser Paris
pour une échographie qui va prendre 3 secondes. J'exagère, allez, 5 minutes. Ça voudrait dire, il y a une société israélienne aujourd'hui, elle explique par un tuto comment la patiente elle-même est capable de faire les suivis de croissance folliculaire, le monitoring, comme on dit pendant la simulation, envoyer les photos sur la smartphone de son médecin et son médecin, il lui envoie par SMS le consigne à suivre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre une demi-journée ou une journée. Vous n'avez pas besoin de traverser une grande ville comme Paris ou Marseille ou Lyon. Et puis, vous êtes moins stressé. Je crois, quand on a interrogé les différentes personnes morales et physiques, et surtout la sphère associative, il y a 3 mots clés qui nous ont interpellés, qui m'ont interpellé, mais je n'étais pas surpris. Un, vous demandez le bien-être pendant le parcours de soins, pendant la prise en charge. La bienveillance aussi, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes des êtres humains. Et troisièmement, vous demandez également la transparence dans les résultats, dans l'efficience et l'efficacité du centre auquel vous vous référez. Je crois que ces 3 mots-clés, comment dirais-je, euh, illustrent la totalité de nos propos depuis tout à l'heure. Mais enfin, ce qui m'apporte aujourd'hui vraiment, vraiment, on ne peut pas dire égalité dans l'accès aux soins en PMA et en même temps, mais il n'y a pas d'égalité, on le sait très bien, selon le centre. Il y a 2 centres où il y a tout le corps des métiers. Il y a 2 centres, vous êtes obligé d'aller prendre votre rendez-vous à droite, à gauche, sexologue, urologue, psychiatre, psychologue, euh, etc., etc., et j'en passe. Donc, je pense, c'est à vous aussi de nous dire ce que vous préférez comme système, parce que pour moi, c'est la seule façon de simplifier pour vous la prise en charge. On voyait bien l'expérience, modeste expérience en diagnostic préimplantatoire. Il y en a 5 centres en France, et je peux vous assurer de couples fertiles et infertiles se déplacent. Parce qu'on a des indications communes entre les différents centres et puis il y a des indications spécifiques. Je prends l'exemple, la rétinoblastome héréditaire, où les gens, malheureusement, ils sont exposés à un problème de cécité. Il y a, je crois, Strasbourg et Montpellier qui en font, pour prendre cet exemple. En revanche, pour la mucoviscidose, le 500 prenez. Donc, je pense aujourd'hui, ce qui est important, de garantir, je vous rappelle, en 2007, il a fallu une décision politique, c'était la décision de président Chirac, si ma mémoire est bonne. On a pris un cancer donné, un âge donné, un sexe donné. On a regardé le taux de survie, selon qu'on soit pris en charge au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On était aperçu, les Français n'étaient pas égaux devant le soin. C'est là l'INCA a vu le jour. Et aujourd'hui, c'est un exemple cité et comment dirais-je, et, emprunté par les différents pays industrialisés et développés ou en voie de développement. Voilà. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut pour la PMA de 2030-2040. Pour moi, le Bluetooth, c'est le mieux, de centres pluridisciplinaires. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, Samir, mais sur cette question de mieux repérer et mieux diagnostiquer, bah, vous présentez la question du maillage territorial et de la concentration sur des gros centres. Et moi, je m'interroge quand même sur une autre manière d'envisager les diagnostics d'infertilité et donc d'être sur des prises en charge plus personnalisées. Parce que c'est vrai qu'on est là sur comme bah, Amandine, première FIV en France, c'est 41 ans, 41 ans de stimulation ovarienne pour les femmes. Mais est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, avec la recherche, avec l'amélioration, la compréhension de toutes les particularités, des différences d'infertilité, est-ce qu'on n'a pas une mission de transformer un peu, enfin de transformer beaucoup la manière de diagnostiquer et la manière de prendre en charge et de sortir un peu de ce système qui, il y a 40 ans, a été révolutionnaire, on stimule toutes les femmes pour recueillir leurs ovocytes qu'on met en mélange avec les spermatozoïdes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de basculer sur une autre manière de faire l'AMP, d'utiliser de nouveaux outils, des choses qui ont été Mais développées mais si, qui ne sont pas encore autorisées mais vraiment. vous avez parfaitement raison, Virginie, ne serait-ce pour en citer l'intelligence artificielle au service justement pour simplifier
le parcours de soins. Par exemple, il y a des échos de sondes endovaginales qu'on peut prêter aux patientes à faire elles-mêmes l'échographie sans avoir besoin de se déplacer jusqu'à son médecin pour faire. Troisièmement, je pense qu'il faut élargir au-delà des spécialistes que nous sommes en impliquant le médecin de famille, les sages-femmes, l'infirmière. Je vous rappelle, si vous allez en Angleterre, il y a des sages-femmes qui fonctionnent, il y a des infirmières qui font le remplacement embryonnaire. Je pense que si on va partir dans une grande campagne de sensibilisation et d'éducation à la fertilité, il faut faire appel à toute la bonne volonté dans le corps médical et paramédical pour participer à cela. Euh, Deuxièmement, et vous avez raison, Virginie, de dire il ne suffit plus d'aider un couple pour avoir leur bébé. Je crois que la santé des enfants doit nous préoccuper de plus près lieu, et celui de la PMA. La santé des femmes qui ont eu plusieurs stimulations doit nous préoccuper, et la santé des hommes. Je prends un exemple, un seul. Euh, Imaginez, dans la prise en charge d'un couple, il y a une femme chez qui on découvre une insuffisance ovarienne prématurée primitive, ce qu'on l'appelle. Ce qu'on l'appelle, ce sont des femmes, malheureusement, qui rentrent en ménopause assez précocement vers 35-40 ans. L'âge de 35-40 ans, eh bien, jusqu'à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait? On propose les dons d'ovocytes, ils ont leur bébé et le couple disparaissait dans la nature. Or, grâce au programme Génomique France 2025, eh bien, ces femmes-là, elles peuvent bénéficier d'un séquençage de haut début. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'était aperçu? Que chez ces femmes-là, on identifie de plus en plus de panels du gène dont la plupart et certains impliqués dans des maladies graves telles que le cancer. Autrement dit, il a fallu que je me suis vraiment imposé dans le plan l'Agence de la biomédecine 2022-2026 d'intégrer la santé de la femme et des hommes qu'on le considère azoospermie, à l'absence totale de spermatozoïdes dans leur éjaculat d'origine sécrétoire, de bénéficier d'un séquençage de haut début et de suivre leur parcours. Parce qu'on sait que ces hommes et ces femmes, ils vont vivre en termes d'espérance de vie 4 à 6 années en moins qu'une femme bien portante, qu'un homme bien portant. Donc oui, la santé de l'enfant, la santé des parents doivent faire partie de cette prise en charge au-delà du parcours de soins des PMA de base. Salomé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Et puis après, il y a une question et un commentaire. Donc Non, non, je pense que c'est bien de laisser la place aux questions. Il faudra à un moment donné que je file, ne m'en vouliez pas, mais je devais faire passer un entretien à 11 heures, donc je l'ai décalé de quelques minutes, mais je me déconnecterai à un moment donné. En tout cas, j'étais très heureuse d'être avec vous ce matin. bon, je te remercie. Donc, il y a une question. Est-ce que les gynécologues n'ont pas un rôle important à jouer dans l'information et la sensibilisation à l'infertilité, puisqu'ils prescrivent des moyens de contraception qui renouvellent tous les ans, les années passent et peut-être qu'au moment de faire un enfant, les difficultés à procréer se font connaître. Donc ça, c'est un des axes du rapport, c'est l'axe numéro 3. Je pense que ça nous Ah, ramène à la santé, à l'éducation sexuelle. Comme on disait tout à l'heure, Salomé et moi, aujourd'hui, je pense, au-delà de parler de l'IVG, au-delà de parler de moyens contraceptifs, au-delà de parler de maladies sexuellement transmissibles, il faudra intégrer un quatrième mot-clé, s'appelle la santé reproductive, s'appelle la fertilité de chacune et chacun. Et les adolescents, je crois, contrairement à ce qu'on pense, il suffit de leur expliquer. Ce sont des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons extrêmement motivés, de l'heure où ils sont convaincus, encore une fois, sans les culpabiliser, sans les moraliser et sans leur faire porter le chapeau, le fardeau. Donc, c'est vraiment, il suffit de leur expliquer. Maintenant, quant à la gynéco, le gynéco seul, non. Je crois qu'il faut impliquer, comme je disais, les médecins de famille, les sages-femmes, les infirmières, parce que si vous attendez 6 mois ou 9 mois pour avoir rendez-vous avec le grand médecin gynécologue homme ou femme, à mon avis, pendant ces temps-là, si vous n'avez plus de moyens contraceptifs, vous en faites quoi? Donc, donc vraiment, pour moi, c'est fondamental d'élargir la prise en charge autour de l'éducation sexuelle. oui, enfin, moi, ce que je voulais répondre aussi, c'est que le fait il y ait un axe dédié à ça, à la formation des médecins de première ligne, on va les appeler, médecins généralistes, infirmières, sages-femmes, gynéco de ville, que ça soit l'axe numéro 3
dans le rapport, ça montre bien que ce qu'on a décrit de la société française qui méconnaît le sujet de l'infertilité, eh ben, on le retrouve à tous les niveaux et que les Oui, professionnels du soin oui, de première ligne, aussi. ils méconnaissent. Ils méconnaissent comme Oui, le reste des personnes, ils ne considèrent pas. mais Et bien sûr. il y a des Mais, initiatives là, qui sont mises en place pour les informer. Je sais qu'il y a la Société de médecine mais, de la reproduction qui fait des vidéos là, depuis 2 ans ou 3 ans à destination des médecins grand public sur la fertilité qu'ils soient informés. Nous, de notre côté, on développe un dispositif là qu'on va présenter pendant la semaine de sensibilisation là, qui est plus pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les médecins, les infirmières scolaires sur justement l'information sur la fertilité. Voilà, il y a des initiatives comme ça. Via l'association, on a voulu intervenir dans le cadre du quatrième plan sur l'éducation et la santé sexuelle, parce que comme vous l'avez dit, Samir, il y a une toute petite phrase sur l'infertilité en disant attention, faut pas fumer, attention, faut pas boire, et c'est tout. Mais le rapport a été renouvelé là en 2017 et finalement, on n'avait pas été sollicité à ce moment-là, parce que c'est comme si je crois, le sujet n'existait pas. la dernière stratégie nationale autour de l'éducation sexuelle, si ma mémoire est bonne, a été publiée le 5 décembre 2021. Et là encore, force est de constater, la santé reproductive, on la mentionne, mais on ne dit rien. Hmm. Euh, euh, Comment dirais-je? Et ce que vous disiez aussi, oui, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, dans l'ignorance, aussi bien le grand public que le professionnel de santé que nous sommes, il y a une ignorance totale. Voyez-vous, on parle de la baisse de natalité. Eh bien, eh bien la baisse de natalité chute dans les différentes catégories d'âge, sauf chez les femmes de 40 ans et au-delà. C'est la seule catégorie dans laquelle on note une augmentation de natalité. Donc, autrement dit, c'est l'âge à laquelle on a quasiment un couple sur trois qui ont plus de 38 ans qui vient en parcours de PMA. C'est dans cette catégorie-là, il y a une fécondité dite tardive, et c'est là où comment dirais-je, le nombre de demandes qui est le plus important. Et je suis persuadé, je suis prêt à parier que aussi bien le professionnel de santé que le grand public ignore totalement. Donc, pour moi, la, la, la formation, l'information est fondamentale. C'est pour ça on recommande dans le rapport de former les médecins généralistes. Et depuis un mois, comme vous l'avez dit, j'étais élu avec le nouveau bureau de la Fédération française de médecine, d'études de la reproduction qui regroupe 10 sociétés savantes. Eh bien, là, on va présenter comment dirais-je, un plan pour les 3 ans, une feuille de route, et dedans, je peux vous assurer la formation des médecins et des infirmières, des sages-femmes, et puis surtout la mise en place d'un groupe, un vrai groupe qui lie les associations de patientes que vous êtes avec le corps médical. Il faut vraiment les personnaliser, les officialiser de manière pérenne et qu'on puisse travailler et avancer collectivement. On n'a pas été élu pour refaire sa carte de visite, mais franchement, on a fait une feuille de route assez conséquente qui nous permet dans les 3 prochaines années, de changer les choses. On a un collège national dont la réunion est prévue le 30 novembre et le 1er décembre. Elle va s'ouvrir vers tous les praticiens, des privés, des publics, sans oublier même les sciences humaines et sociales. Au fait, jusqu'à présent, on vit dans l'entre-soi. Là, il va falloir s'ouvrir vers les sciences sociales, vers les sociologues, vers les psychologues, vers les anthropologues, vers les philosophes. Je crois que c'est toujours important d'écouter les différents points de vue autres que médical quant à la prise en charge en PMA. Oui, ouais, il y a besoin de la mobilisation de tous les acteurs pour qu'on avance plus vite en fait. Parce que là, Tout à fait. le constat qu'on peut faire, c'est ça, c'est qu'il y a eu un premier pas très intéressant et essentiel avec ce rapport. Et le constat, c'est qu'il faut aller plus vite et plus fort. Et pour ça, il faut qu'il y ait la mobilisation de tout le monde. Moi, j'avais un autre exemple à donner que j'avais trouvé très significatif, c'est le rapport sur les 1000 premiers jours qui a été publié, je crois, en 2021 ou 2022. C'est Et ça. pareil, ils ont totalement oublié la phase préconceptionnelle liée à l'infertilité.
Et j'avais trouvé ça très choquant. Je m'étais dit, mais pourtant Et c'est c'est tout pour récent ça, et ils oublient votre quand même. remarque est, votre remarque est pertinente, Virginie. Dans le rapport, vous pouvez le retrouver, je sais plus dans quelle page, on a demandé deux choses. Un, une consultation dite longue autour de la fertilité, Mm. où à certain âge, vous recevez un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie en vous disant, Virginie, si vous le souhaitez, vous pouvez en bénéficier d'une consultation longue. Deux, on a demandé aussi une consultation dite préconceptionnelle de 100 jours à l'image de 1000 jours qui intègre le 9 mois de grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans de l'enfant. Eh bien, nous, on propose le 3 ou 4 mois qui précèdent votre souhait de mettre en route votre bébé, eh bien, que les gens puissent bénéficier d'une consultation dite préconceptionnelle. Mais bon, entre ce qu'on écrit et ce qu'on va mettre en place, il y a du temps. Eh bien, moi, je suis optimiste dans l'âme. On va y arriver. C'est un combat long, c'est un combat difficile, c'est un combat qui touche à l'humain. Donc, Mm. déjà, j'ai vu le président directeur général de l'INSERM avec qui Didier Samuel pour dire il va falloir que le mot fertilité ou le mot reproduction paraît dans l'une des instituts thématiques de l'INSERM. Enfin, il n'est pas normal, nous sommes en 2023 et que dans tous les appels d'offres jusqu'à maintenant, pour appel à projet, qu'il n'y a pas de mot fertilité, qu'il n'y a pas de mot endométriose, qu'il n'y a pas de mot gamète ou embryon. Je ne sais pour quelle raison. La Belgique, c'est un pays de 11 millions d'habitants. Les 8 dernières années, ils ont dépensé 18 millions d'euros sur ces sujets. La France, pour la même période, 67 millions d'habitants, a dépensé 8 millions d'euros. Trouver la Mm. faille. Donc, ça commence. Et il y a un changement de culture, il y a un changement de sémantique. On va y arriver, on va y arriver. Certes, difficile, mais on va finir par y arriver. Oui, oui, oui. Enfin, voilà. Nous, on est mobilisés en tous les cas pour que ça continue à évoluer. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait un commentaire sur le fait que voilà, les phtalates et les bisphénols A, il y en a aussi dans les produits de consommation courante. Voilà, ça, on travaille aussi à ce niveau-là. Et puis, bah, les médecins généralistes, oui, bah, les médecins généralistes, ils sont comme les gynécologues de ville, ils ont besoin d'être informés sur les questions de Absolument. PMA et d'infertilité, de fertilité, pour qu'ils puissent apporter un discours de prévention et qu'ils soient pas et qu'ils considèrent vraiment la situation. Da, 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 da. Sont prêts à accompagner des patients infertiles autres que leurs salles d'attente sont... Bah oui, les salles d'attente sont pleines. Ça, c'est parce qu'on manque de médecins aussi, on manque de gynécologues. C'est pareil, ça, c'est la question de la formation et du nombre de gynécologues qu'on forme. Voilà. Nous, on a aussi au sein de l'association le sujet des déserts médicaux. Alors, Samir, vous parliez de... Il faut concentrer sur des grands centres. Puis après, il y a aussi les déserts médicaux où les gens n'ont pas du tout accès aux médecins généralistes et tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle, dans les déserts médicaux, il suffit que dans les soins avancés, côté médecins généralistes, infirmières, sages-femmes, même au fond de l'Ardèche, puissent explorer les bilans et qu'après le couple aille voir un centre ou un gynéco, une gynéco ou un neurologue selon l'indication, le médecin spécialiste sur cette question-là, euh, ça nous permet de gagner du temps parce que qu'est-ce qui fait défaut aux couples infertiles en âge de procréer? C'est le temps. Le temps, c'est un ennemi pour une femme ou non pas l'allié. C'est ça, malheureusement. Parce que le temps nécessaire pour concevoir en PMA comme en conception naturelle, c'est un indicateur de mesure de performance. Si on veut qu'il soit le plus court possible, l'indication à laquelle, franchement, je suis incapable de répondre, quel est le temps nécessaire pour concevoir en PMA aujourd'hui en France selon l'indication ou selon là ou les causes? Je n'en sais rien. Le plus court, c'est le mieux. Eh ben, c'est la seule façon, c'est la prise en charge dite holistique. Et dans ces cas-là, eh ben, pourquoi pas prendre sa voiture et faire 5 ou 10 kilomètres pour bénéficier de cette prise en charge holistique. C'est un concept, il faut la faire évoluer, sans oublier, je dirais, c'est ceux qui habitent dans des coins assez lointains de grandes villes. Alors Samir, là pour les échéances à venir, donc il y a
les propositions de recherche via les ANR qui vont être C'est lancées en là route, à la fin de l'année. c'est en route, c'est en route. Voilà, donc des choses qui vont peut-être pouvoir, des recherches qui pourront peut-être débuter en 2024. Et puis sur les autres axes, donc vous continuez à travailler avec le À ministère. militer. Oui, ok. Hmm. Bah, normalement, depuis la réunion du 12 juillet dernière, je crus comprendre que l'actuel gouvernement et M. Macron prépare un grand projet. On attend, on voit des signaux morcelés, fragmentés. On attend voir. Moi, j'ai rendez-vous, je crois, fin novembre avec le nouveau directeur général de la DGS, Grégory Emery, justement pour secouer un peu le cocotier, pour savoir où sommes-nous dans la publication de la stratégie nationale. Au fait, tant qu'il n'y a pas de la publication de la stratégie nationale, il n'y aura pas des mesures spécifiques à mettre en place. Et je ne vous cache pas, Virginie, j'étais surpris au bon sens du terme que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait bien lu le rapport et ont débloqué le, et ils ont créé cette POPR autour de deux axes, fertilité et endométriose. Et on ne peut que se réjouir de cette initiative. C'est un début. Pour les 5 prochaines années, 30 millions, c'est beaucoup et c'est rien au regard du nombre d'équipes. Moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment toutes ces équipes, des hommes et des femmes qui, qui prennent en charge de couples infertiles, qu'on n'aille pas, je dirais, ma crainte, je vous le dis clairement, qu'il n'aille pas financer que de recherche fondamentale parce que c'est bien beau, mais nous, on a affaire de soigner des hommes et des femmes qui veulent un enfant. Et surtout, donc, on a essayé au sein de l'executive committee de, de je dirais, de repartir les choses de manière suivante. Recherche fondamentale, recherche translationnelle, transversale, et puis recherche clinique, pour qu'on soit vraiment, qu'on ne mette pas le paquet. Certes, on a besoin de recherche fondamentale, mais ce n'est pas là où ça bloque aujourd'hui. C'est vraiment, on veut comprendre au niveau de recherche transversale et puis de recherche clinique. Et j'espère qu'il y aura énormément de projets dans ce sens-là qui permet vraiment d'améliorer la prise en charge aussi bien diagnostique que thérapeutique en PMA. Bon, bah, c'était très intéressant, Samir. On a fait un grand panorama de cette action qui a pu voir le jour grâce à la loi et puis ensuite au rapport. Moi, je trouve que c'est encourageant parce qu'on se dit enfin les choses avancent, enfin tout le monde est entendu. Donc oui, on va rester mobilisés et puis on continue de faire avancer tout ça. Absolument. Je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à cette table ronde et puis je vous donne rendez-vous pour les prochaines tables rondes. Voilà, tout le programme est indiqué sur le site de l'association et la prochaine table ronde, c'est lundi matin à 10 heures et c'est sur l'AMP et le travail avec une avocate spécialisée et une journaliste qui a travaillé sur plusieurs sujets sur ce thème-là. Voilà, je vous remercie Samir. Bonne fin de journée Merci à à tous. vous, Virginie. Au Bonne fin de revoir. journée et excellente journée. Bye bye et bon courage. Merci.